Bon, ça fait plaisir de te revoir. Je regarde le ciel là et je voulais savoir qu'est-ce que tu penses des chemtrails. Parce que là, il y en a un, 2, 3, Non, 4, non, 5, 6, il y a pas beaucoup, 7. il y a du chem, peut-être qu'il y a du chem, mais il y a pas de trail, hein. Il y a pas beaucoup de trail. Non, mais j'avais l'impression de voir un écran de télévision, en fait, Bah, avec, c'est clair que avec des petits mon, poissons, ou c'est, un grand aquarium avec des petits poissons qui... c'est tout à fait ça. Ce patio est bizarre évidemment parce qu'on voit pas le ciel, enfin, on voit pas au-dessus de nous, mais ça, c'est comme un écran de télévision. Ouais. Non, Ça en a exactement les dimensions. si, on voit le ciel. Ah, pas là, on Enfin, voit en face de nous, hein. pas une terrasse, vraiment. En fait, tout à l'heure, il y avait deux avions qui se croisaient, il y avait deux traces d'avions, et je me demandais à quelle distance ils pouvaient se croiser. Ils avaient vraiment l'air proches. Alors, c'est 300 mètres minimum. Pas Ouais, non, beaucoup, mais là, hein. non, mais là, il devait pas être à 300 mètres, parce qu'il était quand même très très loin. Il devait être à plusieurs Oui, kilomètres oui. l'un de l'autre, hein. Mais si Ah tu poses ouais. la question de savoir quelles sont les distances réglementaires des Ouais. couloirs, c'est 300 mètres d'altitude. Ah, d'altitude. Et l'un à côté de l'autre, je crois que c'est un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Ouais. Oh là là, tu te Ouais. rends compte. Vachement près, 300 mètres. Mais en fait, En altitude, non, mais... il y a peut-être un peu plus, hein, faudrait vérifier. Mais ils circulent, en fait, ils circulent à peu près tous dans ce même, dans cette même tranche, en fait. À part évidemment ceux qui décollent, mais c'est assez limité en termes d'altitude. les chemtrails, j'avais lu, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était une théorie ridicule, parce que comme tous les complots, toutes les théories du complot, ça ne dure jamais. Il y a toujours un mec qui vend la mèche, quoi. Il n'y a aucune théorie du complot qui peut tenir plus de... Aucun complot, tu veux dire plutôt. Aucun complot, pardon, qui peut Oui. tenir euh, plus d'un temps raisonnable, quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de déçu qui va vendre la mèche. Donc, non, non. Oui. C'est comme Cambridge Analytica, quoi. À un moment donné, Ouais, c'est il y ça. a quelqu'un qui va dire que Facebook faisait je sais pas quoi. Oui, oui, exactement. Ouais. Ou bien la CIA, avec Edward Snowden et tout ça, quoi. Ouais. Donc, non, non. Pourquoi tu t'accordes de l'un? Non, mais en fait, parmi les théories vraiment farfelues, parce que moi je suis quand même, tu me connais, je suis quand même un habitué j'adore généralement tout ce qui est complotiste et contrarien. Pas particulièrement que j'y crois, mais je suis toujours fasciné par les mécanismes pour faire croire aux gens et qui moi-même marchent partiellement sur moi, même si je suis conscient que c'est pas vrai. Euh, et donc c'est un thème qui revient souvent et à la fois c'est tellement extrême d'imaginer que les gens mettent donc dans ces traînées d'avions dans le kérosène ou je sais pas où des, euh, des produits chimiques pour rendre l'humanité infertile, que je trouve ça extraordinaire que ça soit perpétré par tant de gens, Je sais plus je d'où vais pas ça dire vient. C'est qu'il sérieux, mais il y avait eu effectivement, il y a un fond de vérité là-dedans, hein. C'est qu'il y avait eu une fois une tentative d'épandage de ce genre, hein, mais pas pour rendre les gens infertiles, mais il y avait eu une fois un essai d'un truc comme ça. parce que est-ce que de la même manière, toi tu penses au c'est quoi cloud seeding ou geo engineering? Parce que en fait c'est la même chose. Tu te souviens quand à Dubaï, là, Ouais, en mai, il y avait eu des inondations de ouais, malades, ouais. et les gens ont dit, ouais, mais c'est parce que le gouvernement fait du cloud seeding. Pour faire pleuvoir. Voilà. Mais c'était vrai là en l'occurrence. Ben non. Ah non? Bah, en tout cas, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, en fait. Pour moi, c'est une accusation enfin, c'est-à-dire que Ah ok. ça n'est pas possible, techniquement. Ah ok, ok. Bah, peut-être qu'ils essayent, mais ça veut pas dire qu'ils réussissent. Ah d'accord, c'est pas parce qu'ils lancent des litres d'argent ou je sais pas quoi dans Bah, le... enfin, je me trompe peut-être, mais
d'après les courtes recherches que j'ai fait sur cette histoire pour essayer de comprendre, parce qu'il se trouvait que j'étais aux Émirats et donc ça m'a intrigué parce que j'ai vu effectivement pas mal d'endroits, alors que c'était fin juin et il faisait 48 degrés à certains moments de la journée. J'ai vu beaucoup d'endroits où il y avait des énormes flaques d'eau en fait, enfin, des endroits qui paraissaient qui paraissaient inondés, notamment autour des grands ronds-points, et je trouvais ça bizarre en me disant il fait si chaud, pourquoi est-ce que l'eau ne s'évapore pas? Enfin, il y a eu un problème, on est censé être dans le désert. Et apparemment, je crois que c'est des choses qui sont faites assez souvent là, donc c'est pas un reliquat de de ces pluies torrentielles. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché, alors comment ça fonctionne le cloud seeding, qu'est-ce qu'ils font, et puis quels sont En fait, ça marche pas. Je crois pas. Ah, ok. C'est en fait un dérivé, c'est pour moi la renaissance de cette théorie des chemtrails sous une autre forme. Ah, j'étais persuadé que ça marchait, le cloud seeding, de faire pleuvoir en projetant des cristaux enfin, qui permettent à l'eau de se condenser autour d'un noyau. Des sels, en fait, ce sont des sels. Ok. Mais bon, cela Ou dit, alors si ça marche, non, mais je m'imagine pas comment est-ce que tu peux pulvériser dans un volume assez grand. Effectivement, tu as raison. bah en fait peut-être que localement, je sais pas, dans le Midwest, il y a un fermier qui a réussi peut-être à faire pleuvoir au-dessus de son champ. Mais bon, c'est quand même grand les Émirats. Oui, oui, et puis il faut imaginer le volume qu'occupent des nuages. C'est des kilomètres cubes. Et donc pour D'ailleurs, il y en a pas pulvériser, vraiment des nuages là-bas. Il faut les trouver. non mais pour pulvériser des kilomètres cubes d'air, faut des techniques, effectivement, c'est pas possible, quoi. Enfin, un hélicoptère qui balaye Bah, dans des heures et des je- je- heures des la surfaces. théorie, ce serait qu'en fait, ce soit les avions qui sont en charge, mais de la même manière, tous ces avions, en fait, ils sont sur des couloirs. Ils vont pas Non, non, n'importe où non, non non, plus. non. Donc, non, c'est vraiment curieux, mais moi, je vais faire encore plus de recherches parce que tu m'as quand même intrigué, mais je sais pas, moi, ça fait un peu partie des trucs où je pense qu'en fait, on n'y arrivera jamais de maîtriser le climat. Enfin, je pense que c'est quand même trop complexe. Ah, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, je suis encore tombé pendant l'été sur un article qui révèle les aspects invraisemblables du climat dans le passé. C'était dans la revue du Club alpin français. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle plus Club alpin français, ça s'appelle Montagne je sais plus quelle, la revue en tout cas. Et donc, il y avait un article expliquant qu'effectivement, il y a 3 à 5 000 ans, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant, mais que ça ne veut pas du tout dire qu'aujourd'hui, les températures ne sont pas effectivement Non, complètement hors que normes. les changements aujourd'hui Sont sont bien, pas liés à ne, l'homme, c'est ça? que ne sont Enfin, pas comparables avec les changements d'autrefois. et qu'aujourd'hui c'est Et, plus rapide. et donc, il montrait, en première page, il montrait la photo d'une marmotte momifiée Uhum. qui a été trouvée par un guide en Suisse à 4200 mètres sur le Mont Rose, enfin, à côté du Mont Rose, le Discam, un sommet à 4500 mètres. Donc à 4200 mètres, le gars, il a trouvé, sans doute dans un glacier je sais pas quoi, ça a été sorti d'un glacier, un cadavre de marmotte momifiée. Uhum. Quand tu te balades là-bas aujourd'hui, les marmottes, elles vivent 2000 mètres plus bas, Ouais. en altitude. C'est impensable que les marmottes ne s'égarent pas. Et donc, j'avais l'année d'avant trouvé dans un refuge un ouvrage qui s'appelait Les glaciers disparus. Et là, il y avait une photo magnifique d'un bûcheron, archéologue bûcheron, en train de découper à la tronçonneuse un érable, ce qu'il appelle un érable subfossile, c'est-à-dire un érable qui est mort qui a vécu il y a 3-4 000 ans, sur sur une moraine de la mer de glace. Et aujourd'hui, sur les moraines de la mer de glace, même si la mer de glace a perdu des centaines de mètres en épaisseur, même par rapport à ma jeunesse, euh,
il n'est pas question de faire pousser des érables à 2500 mètres d'altitude aujourd'hui, puisque l'altitude de ces moraines, là, en bas de la mer de glace, c'est 2500 mètres d'altitude. Tu peux pas, aujourd'hui, les érables, ça pousse pas à cette altitude-là, même aujourd'hui. Et là, tu avais des troncs énormes comme ça qui apparaissent, puisque le glacier a baissé, il dégage les moraines, et dans les moraines, on retrouve aujourd'hui des morceaux de tourbe, donc montrant qu'il y avait des tourbières à cet endroit-là, donc c'était des endroits froids, humides, en tout cas, il n'y avait pas de glace, pas de neige. Et puis surtout, ou alors il y avait des arbres très, très gros, des érables qui poussent donc en région tempérée et pas en région alpine. En tout cas, des étages plutôt tempérés, même dans les Alpes. Et donc, et alors, ces preuves, donc la marmotte qui vivait un climat pas possible, un endroit où aujourd'hui il n'y a pas un animal qui vit, ces arbres qui poussent à des endroits où aujourd'hui il n'y a pas un arbre qui peut pousser, mais ça continue, ça ne suffit pas. Enfin, les archéologues voient ce genre ou les journalistes voient ce genre de témoins d'un climat qui est très récent. On parle il y a 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, l'âge de bronze. Euh, et alors, ça ne les invite même pas à relativiser les températures qui sont aujourd'hui apparemment un petit peu plus chaudes, qu'il y a 100 ans, alors elles étaient probablement 3, 4, 5 degrés au-dessus des températures d'aujourd'hui, 3000 avant Jésus-Christ. En 3000 Et, avant Jésus-Christ. et Donc il y a c'est, une espèce de. Je ouais, termine, ces témoignages, des photos qu'on te montre au grand public, ouais, qui, qui, qui sont. Voilà. Ah c'est bon, l'aveuglement. c'est un aveuglement complet. Complet, quoi. Ouais. Disons que. Je ne prétends pas que ça démontre qu'aujourd'hui, les climats sont en train de changer d'une façon peut-être plus rapide qu'avant, enfin encore que je n'ai pas l'impression. Il y a certaines études qui tendent à montrer que oui, il y a un réchauffement, mais il est très très lent. Et, et, et en tout cas, qu'il y a eu récemment des changements climatiques bien plus importants que celui d'aujourd'hui, évidemment, dans lesquels on ne peut pas soupçonner la main de l'homme, Ouais. parce qu'à l'époque, les humains, hier, ils étaient 30 millions de il y avait combien d'humains sur la Terre? 50 millions peut-être, même pas. Enfin bref, ils n'avaient pas d'activité industrielle, ils n'avaient pas procédé à l'extraction de charbon, de gaz et de pétrole. Ils brûlaient peut-être des grandes surfaces. Je sais qu'à l'âge de bronze, il n'y avait plus une forêt en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait été entièrement défrichée par les hommes. C'était une période très prospère pour la Ah oui. Grande-Bretagne. C'est de là que date d'ailleurs Stonehenge, c'est de cette époque-là. À peu près, enfin, c'est un peu même après Stonehenge. Complètement défriché. Complètement défriché. Il n'y avait plus une forêt. J'avais lu la recension d'un livre sur le mythe de Sherwood. En fait, il n'y a pas de forêt primaire en Grande-Bretagne, pas de forêt qui date. Ah oui. Enfin bref. Ouais, c'est intéressant ça. Donc tu disais, il y a un Et donc, aveuglement, non, quoi. donc, non, moi, ma question, c'était au-delà des températures, qui donc étaient différentes, est-ce que, en fait, les marmottes et puis ces érables, ils ont besoin de conditions atmosphériques De température. c'est simplement la température. Il suffit de monter la température pour que ces espèces puissent s'installer plus Ouais, haut, ouais. ou est-ce qu'il y a des problèmes Les glaces d'oxygène? fossiles, non, non. Les glaces fossiles les plus anciennes, où est-ce qu'ils ont foré les glaces les plus anciennes, c'est 11 000 ans. C'est-à-dire qu'au sommet des Alpes, il y avait des glaciers qui n'ont pas fondu depuis 11 000 ans. Ah oui, Mais c'était vraiment à des endroits, c'est le sommet du Mont Blanc, le sommet, enfin tu vois, vraiment des altitudes très élevées et des zones très restreintes. Là, il y a eu des forages. Mais sinon, à 3500 mètres, là aujourd'hui, il y a des glaciers. Ces glaces n'ont pas plus de 5000 ans. ouais, donc c'est Et donc, extrêmement récent. ouais, c'est ça. En fait, la plupart des glaciers qu'on voit aujourd'hui sont très récents. La mer de glace est en fait très récente. Et le Euh, petit âge glaciaire à l'époque de Louis XIV, c'est ça? ouais, ouais, mais il y avait des. Ça a duré combien de temps en fait? Parce que juste, moi, c'est souvent à ce à quoi je pense quand on nous dit, oui, certes, il faisait plus chaud avant, mais aujourd'hui c'est très très rapide comme changement, et donc ça s'explique par l'homme. Cette variation de température qu'on a depuis 100 ans, par rapport à ce petit âge glaciaire,
En fait, on sort il a duré combien de temps cet âge glaciaire et quelle était la variation de température ben, sur combien de temps? il semble que au temps du Christ, lorsque tu visites, donc, au temps du Christ, il n'y avait pas de glacier dans l'Oisans, dans le massif des Écrins. Parce que lorsque tu visites un petit musée qui est à l'entrée du parc national des Écrins, ce qu'on appelle le pré de Madame Carl, il y a un petit musée, il y a 3 maquettes du cœur du massif, donc la barre des Écrins, enfin le glacier noir, le glacier blanc, et puis les sommets alentours. Il y a un massif, donc il y a zéro, donc le premier siècle premier siècle de notre ère, pas un glacier. Des tourbières, quelques lacs à 4000 mètres, mais il n'y a pas de glacier. Ensuite, il y a le début du 19e siècle, avec des glaciers qui descendent très bas, et puis aujourd'hui. Et alors, il y a la question ce qu'on appelle l'optimum médiéval, qui est la période à partir du 11e au 14e siècle, 11e, 12e, 13e siècle, disons, le 14e siècle c'est fini, où là, il y a des températures qui sont très élevées. C'est d'ailleurs le moment où l'occupation humaine dans les Alpes atteint son maximum en altitude. Ah bon, pas plus tard? Non, c'est là où les hommes vont s'installer le plus haut, vont défricher le plus loin, etc. Ils vont peut-être garder cette installation, enfin, ils vont peut-être entretenir après des installations aussi hautes, mais en tout cas, ils n'iront jamais plus loin ou plus haut dans la montagne. J'avais lu un truc d'archéologie là-dessus. Et puis, et à partir du XIVe siècle, ben, il y a un refroidissement. Alors, il y a un refroidissement au troisième également, à la fin de l'Empire romain, donc à partir du troisième, quatrième siècle de notre ère. Mhm. Il y a des conditions climatiques deviennent très dures, beaucoup plus dures Ah oui, qu'avant. donc en fait, donc Empire romain, enfin Donc, Jésus-Christ ouais, chaud, Auguste, puis quoi, ça ça baisse. baisse, ça remonte au XIe siècle, Ouais. 10e, 11e, 12e, 13e siècle, 14e siècle, ça redescend, jusqu'à nous, en fait. Ah oui, donc en fait, on a eu, C'est ouais, des cycles de 800 ans, quoi, quelque chose comme ça, ouais. on pourrait dire, c'est ça, enfin 1000 ans, un cycle millénaire quasi. Et donc le petit âge glaciaire, alors, il y a effectivement, ouais, il faut faire attention au climat et puis à des témoignages de phénomènes météorologiques exceptionnels. Par exemple, Ponctuel, oui. 1788, 1789, c'est des étés et des hivers épouvantables. 1780, l'hiver 1789, on marche sur la Seine. Mhm. Tout est bloqué. Il y a de la neige de novembre à avril. Les villes sont toutes bloquées. Les routes ne circulent plus en France. Les moulins cessent de tourner. Donc tu peux plus moudre de blé. Ah Puisque les oui. moulins sont pris dans les glaces. Euh, c'est des conditions alimentaires abominables. Et c'est ce qui explique également, en partie, hein, les troubles de la Révolution française à Subséquent, ce ouais. moment-là. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Ça fait partie du piège glaciaire du XVIIIe siècle. Et puis, les glaciers à Chamonix sont encore très bas jusqu'au début du XXe siècle, hein. Donc en fait, Ils arrivent dans la vallée, quoi. ces glaciers de, disons, de Chamonix, euh, ils datent, enfin, on peut, les glaces les plus vieilles là-bas dateraient en fait D'après de, l'âge d'après l'âge de bronze. ouais. Ah non, non, Bah, c'est que, là tu parlais du sommet. ouais, ah oui, alors la mer de glace, bah, moi je dirais que la mer de glace, elle date, euh, tu vois, Ça serait donc d'il y a 400 ans, c'est ça ou... non, 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 il y avait encore des restes. je dirais, ça a dû, avec des allers-retours, enfin, il fait vraiment très chaud à l'âge de bronze, donc en 3000 avant, il y a 5000 ans. Il fait très chaud, Donc sensible, mais vraiment même très très plus chaud. chaud que l'optimum médiéval, c'est Oui, ça? oui, c'est D'accord. ça, Ok. beaucoup plus chaud que le médiéval, oui, parce que il y a des érables qui poussent à 2500 mètres. D'accord. Enfin, tu vois, Oui, pardon, oui. c'est des températures de l'Himalaya aujourd'hui, tu vois. L'Himalaya, Oui, à 3000 mètres, t'as des forêts, quoi. oui. Donc c'est probablement quelque chose de semblable, quoi. T'as un climat tropical, et puis après, bon, bah, peu à peu, le climat se rafraîchit, donc les neiges se maintiennent, les glaces s'accumulent, et je pense que je ne sais pas de quand date la mer de glace, mais Oui. je dirais qu'après l'optimum médiéval, donc au temps du Christ, ou après, ou avant, ça se refroidit beaucoup. Ça se refroidit vers 1000 avant Jésus-Christ, hein. Il y a des conditions
climatique assez mauvais. Bon, je sais. Non, je confonds. Bon, bref. Donc ces glaciers, ils sont pas très anciens. En tout cas, ils ont à l'échelle géologique, ils sont, c'est ridicule. Hein. 5000 ans, c'est rien. 5000 ans, les, les- les chasseurs-cueilleurs européens, ils s'installent en Europe il y a 35 000 ans. Donc Homo sapiens, il y a 35 000 ans. Ouais. Et il y a 35 000 ans, Homo sapiens commence à exterminer le Néandertal. Et donc, 5 000 ans, c'est rien, c'est la mémoire humaine, quasiment, quoi, puisque les pyramides d'Égypte, c'est 2500 avant Jésus-Christ. Donc 3000 ans. Mais bon, il y avait pas, l'occupation de l'Europe était beaucoup moins dense, il n'y a pas de mémoire de tout ça. Et puis, mais voilà, encore une fois, quoi, et tu te dis, bon, bah, tu te dis, non, c'est quand même des témoignages qui devraient, non pas euh, contrarier ce que disent certains des scientifiques, mais au moins relativiser leurs affirmations, quoi, ou mettre des bémols à leurs affirmations quant au caractère exceptionnel du réchauffement aujourd'hui. Il y a eu des changements climatiques extrêmement rapides dans l'histoire de l'histoire géologique, l'histoire de la Terre, bien plus grand que ça. Quoi. Là, on est sur une tendance séculaire depuis la fin du 19e siècle. Il semble que ça commence à se réchauffer. Enfin, ça se réchauffe, certainement. En tout cas. J'entendais Elon Musk dire, prévenir, il discutait avec Trump, c'était son entretien avec Trump. Il disait oui, à partir de 1000 parties par million de CO2, on commence à avoir du mal à la tête, on ne peut plus respirer. Et donc, il faut absolument éviter. Il y a un moment où, si on rejette trop de CO2, s'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, on va commencer S'étouffer. bah, pas à s'étouffer, mais la vie va devenir pénible. Ouais. On aura des maux de tête parce qu'il y a trop de CO2. Mais il ne faut pas oublier la quantité de CO2 qui peut être. J'ai réalisé récemment qu'un arbre, ou une plante, mais surtout un arbre parce que c'est plus impressionnant en volume, c'est de l'air figé. C'est du CO2 combiné avec de l'oxygène, avec de l'oxygène et de l'hydrogène, combiné avec de l'hydrogène, avec de l'eau donc, euh, pour former des chaînes carbonées de sucre et donc de cellulose, et qui ne sont pas. D'où est-ce qu'un arbre fabrique son bois? Eh bien, de l'air. Mhm. Je me suis souvent dit oui, mais il absorbe l'eau et des nutriments du sol, et c'est ce qui fait que les plantes constituent leur bois. Mais non, c'est vrai que le bois, c'est de l'air qui a été figé, c'est du CO2 accumulé, hein, on sait très bien, c'est ce qu'on dit sur le bois. Et alors je dis ça pourquoi? Parce que on sait maintenant, on est en train de découvrir que la Terre verdit en ce moment. Et que depuis les années 90, il y a l'équivalent des États-Unis sur toute la Terre en surface verte en plus. C'est-à-dire que l'augmentation du CO2 CO2 est un engrais. Donc les plantes poussent plus facilement quand il y a du CO2, quand il y a plus de CO2. Et en particulier en Afrique subsaharienne. La bande d'Afrique subsaharienne, ça j'avoue qu'on n'en entend jamais parler. On a été élevé dans les années Ouais. 80, tu sais, Ouais. avec le désert qui avance, et Ouais. le désert avance, la chanson de France Gall, etc., qui nous a fait imaginer que l'Afrique subsaharienne était en train d'être envahie par le sable, mais c'est complètement faux. J'ai lu récemment des rapports sur les récoltes, sur les rendements agricoles au Niger, qui ont explosé. Ouais. Ils ont des rendements agricoles extraordinaires en ce moment. Parce qu'en fait, toutes ces zones-là euh, bénéficient probablement du changement climatique qui, on sait bien, dans le Sahara, consiste à faire verdir le Sahara. Le Sahara était vert il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Plus il fait chaud, plus le Sahara est vert. Parce que plus il fait chaud, plus il pleut. Dans ce cas-là, en tout cas. Et donc, on sait que sur les surfaces vertes, en dehors des rendements agricoles au Niger ou au Burkina, le désert a reculé en Afrique subsaharienne. Les plantations, alors c'est peut-être parce qu'il y a des efforts humains,
Mais bon, connaissant ces pays, les efforts humains, ils doivent être infinitésimaux, et que en fait, c'est simplement la savane ou les forêts qui s'étendent parce que il est plus facile, ou il est plus facile de faire pousser sans doute des champs, des cultures, et donc ça verdit la terre. Donc les perspectives, enfin, moi j'ai tendance à supposer que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère va être absorbée par les plantes, tu vois, et se retrouver dans du bois, dans des plantations, des cultures, des tourbières, des trucs qui vont se développer et Ah oui, qui vont d'accord. servir de puits de carbone, comme on dit. Mhm. Enfin, Parce que le carbone, sinon, sans la compter, mer, non? C'est ça? sans compter Mm. évidemment les océans qui représentent une surface beaucoup plus grande. Ouais. Une biomasse aussi, probablement beaucoup plus importante que la Terre. Euh, bon, bref, je sais pas, j'ai un scepticisme. Évidemment, j'ai peut-être un biais dans les exemples que je choisis, mais je trouve qu'il faut nourrir le scepticisme sur les théories qu'on nous présente apocalyptiques, qui, qui, euh, qui est large, qui peut être facilement motivé, soutenu, démontré par, en tout cas encouragé plutôt, soutenu, pas démontré, par certains témoignages qui nous arrivent soudain d'un érable sur une moraine du Mont Blanc et ou une marmotte, cadavre d'une marmotte qui sort, euh, Ben, qui sort d'un glacier en Suisse à 4200 mètres. là où c'est vraiment bizarre ce qui se passe, cette inquiétude qui prend le monde entier pour ça, c'est que si on était face à un refroidissement climatique et Ah, qu'on ça serait allait vers terrible. une ère glaciaire, les conséquences seraient effectivement Ah, inquiétantes. beaucoup plus inquiétante. Alors que là, euh, alors oui, enfin, certaines personnes considèrent qu'il y a On meurt plus. 8 fois plus, il y a 8 fois plus de morts de froid que de chaud dans nos pays. Ouais. Le froid tue 8 fois plus, c'est les données de l'OMS, que le chaud. Le chaud, Ouais. ça tue très peu. Et donc en fait, alors qu'on serait à l'aube d'un nouvel optimum médiéval, et donc d'une période très prospère, c'est là que je trouve qu'est le mensonge en fait. C'est que finalement, on ne devrait pas le craindre. Alors, je pense que dans un cas comme dans l'autre, euh, peut-être que évidemment on meurt de froid en France 8 fois plus, mais je pense que le froid et le chaud restent des causes de mort en fait assez minimes Oui, ou probablement. très petites. Ouais. Et avec nos moyens modernes, en réalité, que ça soit le chaud ou le froid, on ne le craint plus vraiment. Puisqu'effectivement, grâce à la Mais, climatisation, il devient vivable d'habiter aux Émirats Arabes Unis. Et puis grâce à nos doudounes et à nos chauffages. Enfin, cela dit, on en avait déjà parlé lors d'une autre émission, mais probablement que nos ancêtres ne souffraient pas tellement du froid. Enfin, c'est pas en tout cas le Gore-Tex et puis le Polartec et non, tous ces trucs-là qui, c'est l'isolation des maisons, c'est la. mais disons que eux, ils avaient pas, le froid n'était pas un problème du point de vue des vêtements. Ah oui, non, non, sans doute pas. Mais non, c'est que les maisons sont plus isolées, t'as le chauffage central, t'es pas obligé de brûler du bois pour te chauffer, enfin, Oui. normalement. Tu peux le faire par agrément. Enfin, il y a des gens qui se chauffent entièrement au bois, mais dans certaines campagnes, certaines régions montagneuses ou forestières. Euh, oui, ah oui, c'est sûr que si les glaciers avançaient, mais alors ça serait terrible, hein. Déjà parce que les rendements agricoles baisseraient dans nos pays de façon considérable, et dans le monde entier, parce qu'en fait les périodes froides sont des périodes sèches, par exemple au Sahara. La forêt équatoriale réduit énormément, hein, les traces, les histoires géologiques sont enfin, là-dessus. Les cartes de l'Afrique, par exemple, sont tout à fait claires. Euh, il faut lire dans l'histoire du climat d'Emmanuel Leroy-Ladurie ce que provoquaient les avancées des glaciers dans la vallée de Chamonix. Ça détruisait, mais le glacier il avance, il détruit les villages, il détruit les champs, il détruit tout, quoi.
Donc, il faudra évacuer une partie de la vallée de Chamonix. Mhm. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe où les glaciers où les hommes habitent si près des glaciers. Euh, c'est pas le cas c'est pas le cas dans l'Oisan, dans le sud de la France, par exemple, pas tellement en Vanoise. En Suisse, peut-être un peu. Il y a certains endroits où il y aura les glaciers avanceraient et embêteraient. Mais bon, Chamonix, ce sera un endroit emblématique où il faudra abandonner une partie de la vallée. Le glacier d'Argentière avance, le glacier des Bossons avance, le glacier de la mer de glace, le glacier de Tacona, vol de la galère, hein. Les gens, sans compter les avalanches de glace en hiver. Enfin, Oui. C'est là où les gens vont comprendre pourquoi est-ce qu'une maison dans le centre historique de Chamonix vaut quand même plus qu'un chalet construit beaucoup plus récemment à ouais, un ouais, au endroit Bosson, où traditionnellement les gens ne vivaient pas. ouais. Bon voilà, mais ça c'est évidemment, ça concerne très peu de monde, c'est tout à fait anecdotique par rapport à la baisse des rendements agricoles, par exemple. Alors ça c'est beaucoup, beaucoup plus embêtant. Euh, non, il faut se réjouir que le climat se réchauffe. Vraiment, il faut se réjouir. La terre verdit, il y a des tas de zones qui deviennent habitables, les gens meurent moins, il y a moins de maladies, il y a Et plus je de pense rendements que ce, agricoles. ce phénomène dont tu parles, du fait que la terre verdisse, ça c'est quelque chose que les gens ont peut-être du mal, enfin en tout cas moi Non, je, parce je que le c'est comprends très pas. récent. Bah pour... Non mais on a du mal à le concevoir en Ah oui, fait. oui, On oui. a l'impression que tout va se transformer en Non, désert. non, bah non, 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 pas du tout. Alors, Parce peut-être que, si on augmentait vraiment, vraiment la température très rapidement. non, parce que plus l'air est chaud, c'est de la physique, plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité sous forme de vapeur. Et donc Mhm. plus tu as de nuages, donc plus tu as de pluie. Plus l'air est chaud, bah, il pleut énormément dans les régions équatoriales. Oui. Parce que l'air est très chaud, c'est là que l'air est le plus chaud, et c'est là que Enfin, les températures les plus chaudes sont plutôt enregistrées dans les déserts, non? bah, elles sont basses dans les régions équatoriales parce qu'il pleut, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, elles sont plus basses, je veux Ah dire. oui. Mais c'est là que le soleil tape le plus. Et donc c'est là que pleut énormément. Et donc Oui, il n'y a plus... pas de désert à l'équateur. Non, il n'y a pas de désert en équateur. Et Donc en fait, le mensonge, si je me permets d'extrapoler, ce sont les c'est dire que la Terre va brûler. enfin, Sécheresse, non, non, j'allais dire le mensonge, ce sont dans les films de science-fiction les planètes déserts, comme la planète Arrakis pour Dune, c'est quoi, c'est Tatooine dans la guerre des étoiles. ouais, ouais, ouais. Alors bon, certes, on a quand même beaucoup d'exemples de planètes qui sont désertiques ou Oui, mais de, c'est parce que l'atmosphère était respirable, alors que sur Arrakis, c'est Arrakis, c'est ça? je crois que c'est Arrakis. Ouais, Ouais. Arrakis ou Tatooine, les gens vivent, donc ils respirent visiblement de l'oxygène, donc il y a une atmosphère qui est proche de la nôtre. Euh, il y a peut-être moins d'eau, hein? Non, c'est pas forcément un mensonge, hein? Il y a peut-être moins d'eau, et ça prend moins d'eau dans l'atmosphère. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que C'est pas impossible. cette eau que nous on a, elle C'est part les pas. Hein. océans, bah, c'est les Ouais, océans. ouais, c'est vrai. Non, mais en tout cas, sur la Terre, euh, les- les- quand le Sahara était d'immenses lacs, des troupeaux des troupeaux paissaient, de girafes, de rhinocéros, de gazelles, là où aujourd'hui il y a plus que des rochers dans le sud de l'Algérie, dans le Tassili, là, où il y a toutes ces gravures rupestres qui montraient les grands troupeaux. C'était il y a 3000 ans. C'était quand il faisait très chaud. Et quand il faisait très chaud, le Sahara était très vert. Et la forêt équatoriale était beaucoup plus étendue que son cœur, qui est le Gabon, en gros, aujourd'hui. Le sud de Congo, Gabon, Zaïre, et le sud du Cameroun, qui est à peu près l'endroit où la forêt équatoriale est présente en Afrique aujourd'hui. Elle était beaucoup plus haut, beaucoup plus au sud. Non, il y avait un petit verre, non? Ah oui, mais je l'ai pas rempli. Non, il faut voir, ces cartes-là, elles sont dans l'histoire de l'Afrique de Bernard Lugan. Bon, évidemment, Ok. c'est une référence qui fera rebondir, mais peu importe, ces cartes, il les a pas inventées. Et puis, il n'est pas de.
Oui, des quoi? Ok. On parle de réchauffement climatique et On parle que d'histoire du climat. je racontais à Christophe qu'on a trouvé une marmotte, qu'un guide suisse a trouvé sur le mont Rose, à 4200 mètres d'altitude, le cadavre d'une marmotte momifiée. Il y a une marmotte qui vivait là il y a très 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 longtemps. D'accord. Et alors peut-être qu'elle s'est perdue à cet endroit-là, mais je ne pense pas qu'elle se soit perdue. Ça signifie qu'il y avait des marmottes qui vivaient à 4200 mètres d'altitude il y a plusieurs milliers d'années. Oui. Et une marmotte aujourd'hui, ça vit à 2500 mètres maximum, quoi. À peu près, peut-être 2008, enfin pas à 3000 mètres, parce qu'il n'y a plus d'herbe. Il faut qu'il y ait de l'herbe pour une marmotte. Et donc il y avait de l'herbe à 4200 mètres. On n'a pas idée de ce que c'était que le climat il y a 5000 ans. Ouais. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, je crois que je t'avais envoyé une photo, c'était au musée de Winterthur, ici, au musée d'histoire naturelle. Et il y a une carte où on voit le glacier du Rhône, enfin en tout cas la vallée du Rhône au-dessus du lac Léman, donc en Suisse. Et on voit un glacier, si je me trompe pas, qui part plus ou moins du Mont Blanc. Non, oui, qui part, si c'est le glacier du Tour. Donc disons, l'est du massif du Mont Blanc. Et qui descend à Martigny. Qui descend à Martigny, qui va à Montreux, et qui remonte, et qui va se terminer à Fribourg. Or, aujourd'hui, quand on passe euh, En fait, c'est le glacier du Rhône. Quand on passe de Montreux à Bulle, donc ou à Fribourg, on passe sur la ligne de démarcation des eaux entre le Rhin et le Rhône. Or, ce glacier, il passe complètement au-dessus. En fait, il venait buter, le glacier du Rhône venait buter sur le Jura, Ouais. qui lui-même avait une petite calotte. Et donc, c'est le Jura qui arrêtait le glacier du Rhône. Mais c'est curieux que Et ensuite, il continuait jusqu'à Lyon. Hein. Ah, il faisait parce que ensuite, sur la il carte, s'écoulait quand même. Hein. Sur la carte, oui, mais qui s'écoule, qui ensuite, il y a une calotte qui vient okay. recouvrir. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il butait contre le Jura. Et il s'écoulait également jusqu'aux proximités, jusqu'aux abords de Lyon. Parce que pour moi, le tracé logique aurait été simplement non, mais là, il y avait une telle épaisseur. Regarde, à Martigny, t'as 1000 mètres de sédiments sous les pieds. Sous les pieds. C'est-à-dire que c'est plus bas que le niveau de la mer. Le fond de la vallée, donc le glacier, a gratté plus bas que le niveau de la mer. Ah oui. À cet endroit. Incroyable. Il faut imaginer l'épaisseur de glace qui est à cet endroit. Donc, la vallée du Rhône, en fait, le fond, le dur, quoi, là jusqu'où le glacier a raboté, c'est 1000 mètres plus bas sous Martigny. C'est hallucinant. Hein. Incroyable. La quantité de... Et donc, on sait, en fait, on sait que le glacier arrivait jusqu'à Lyon, par exemple, ou ailleurs dans les Alpes, grâce au bloc erratique. Donc, à Lyon, il y a un bloc erratique, c'est un morceau de rocher qui a été transporté, déplacé par le glacier. D'accord. Et quand le glacier circulait, le rocher, il est resté là. Et donc, par exemple, à Lyon, il y a une place du Gros Caillou, je crois, qui était, en fait, ce Gros Caillou, c'était un bloc erratique. C'était un bloc erratique qui venait des montagnes. Et là, on a pu retrouver, alors peut-être pas celui de Lyon, mais il y a certains blocs, par exemple, qui sont du côté d'Évian, en gros, Évian-Tenon, et on sait que c'est le rocher du Mont Blanc, c'est les écus de Chamonix. C'est le même rocher. C'est le granit de tel endroit. Donc on est capable de savoir d'où vient ce morceau. Incroyable. Ouais. C'est comme ça qu'on peut dater, c'est comme ça qu'on sait quelle était l'étendue de ces glaciers et puis leur mouvement. Extraordinaire. Alors depuis la dernière fois où on s'est parlé, il y a eu quand même pas mal de choses aussi politiquement qui se sont passées, notamment avec la tentative d'assassinat de Trump et puis là, vendredi... Mais on avait parlé des élections en France ? Non, même pas. Moi, c'est plus important parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a aussi ça, mais ça sera peut-être plus long. Alors, mais parlons rapidement de ça et puis de RFK Jr. Ah ouais, toi, t'es plus versé, tu suis plus ces personnages que moi.
En fait, je le suis particulièrement, enfin, je le suis un tout petit peu plus parce que c'est que j'étais en contact avec le professeur Luc Montagnier et notamment sa femme. Or, elle, donc lui est mort il y a 2, 3 ans, et elle, c'est une New-Yorkaise et elle connaît très bien l'entourage de Bobby Kennedy. Et Bobby Kennedy est très intéressé par les maladies chroniques et puis les vaccins et puis tous ces thèmes de santé qui moi me sont très chers. Et aussi, tout comme moi, il est très intéressé et préoccupé par la pollution électromagnétique et donc ce qu'on pourrait faire. Et donc c'est pour ça que je le suis d'un peu plus près. Mais il est impressionnant. Alors déjà, est-ce que tu l'as déjà vu faire du développé couché? Ah, tu m'as envoyé une vidéo. Franchement, le Il a gars, 75 ans, non? 70, 70. franchement, il est en forme, hein. Il est bâti comme un colosse, hein. Ouais, il ressemble, il est vraiment. Enfin, je pense S'il que c'est n'avait sa pas cette nature. voix, je pense que Ah, s'il n'avait pas cette voix, il aurait eu un autre destin politique. je pense, ouais. Ouais. Parce Mais qu'elle est bon, vraiment désagréable à écouter. oui, mais c'est triste, hein, ce C'est qui lui est affreux, hein, c'est une arrivé. maladie qu'il a Ouais. eue, hein. Donc ça c'est clair que moi en tout cas j'ai beaucoup de mal, mais j'avoue qu'avec le temps je commence à faire un peu abstraction parce qu'entre nous j'avais le même problème avec Jordan Peterson au Moi, je début, l'ai hein. jamais eu avec Peterson. J'arrivais pas à me concentrer, Ouais. voilà. C'était assez pénible. Mais non, honnêtement, moi j'aime bien, je trouve ça vachement rafraîchissant d'avoir ce gars qui se dit voilà, je suis démocrate, mais pas comme les autres en fait, enfin avec un autre style, un style peut-être plus ancien et qui reste fidèle à ça. Je trouve ça vraiment courageux. On va voir ce que ça va donner parce que je sais pas du tout Ah, le résultat des, ce que son soutien. le résultat des élections aux États-Unis est très incertain, hein. Ça va Ouais. être, avec l'arrivée de Kamala Harris, enfin, pour l'instant, c'est très incertain. Ouais. C'était l'élection, tant que Biden était là, l'élection semblait acquise pour Trump. Il avait une avance assez forte. Euh, il faut évidemment regarder uniquement les États, les swing states, hein, les États clés. Hein. Il ne faut Ouais. pas regarder les sondages nationaux, ça ne signifie rien du tout, hein. C'est comme regarder les sondages nationaux pour les élections législatives en France, quoi, ça ne veut rien dire. Euh, et là, le changement, le départ de Biden rebat complètement les cartes, hein, c'est certain. Ce que ça va donner, C'est quand même extraordinaire je suis beaucoup moins que affirmatif. ça ait quasiment réussi à effacer cet événement incroyable de la tentative d'assassinat Ah, de bien sûr, Trump, bien quoi, sûr, bien sûr. qui est vraiment historique, et puis surtout la bourde colossale en fait des services de sécurité qui depuis plusieurs dizaines de minutes avaient identifié le gars et ne faisaient rien. Incroyable. Ah oui, le changement de départ de Biden, Alors que ça- tout le monde l'attendait en plus. oui, Ça a tout, quand même changé quelque chose. ouais. Donc les gens, enfin, moi j'anticipais que les sondages contenaient déjà cette information-là. Visiblement, pas tellement. Non, et donc tu disais tout à l'instant, évidemment, les changements en France. Alors, j'ai l'impression que actuellement, la situation est parfaitement bloquée. Et c'est assez extraordinaire, inédit. Et en fait, ça peut rester bloqué assez longtemps parce que je pensais, j'avais oublié un peu les détails de la Constitution, mais je pensais au vote du budget. Et en fait, un gouvernement peut faire, si le Parlement ne se prononce pas dans les 70 jours sur un budget, alors 70 jours après, j'imagine, le dépôt du projet de loi, le projet de loi de finances, et bien le gouvernement peut passer le projet de loi de finances par ordonnance. Donc, même s'il n'y a pas de majorité, le gouvernement actuel pourrait faire voter le budget. Parce que là, ça Et a alors, toujours il fait pas. voter le budget de l'année, enfin, il refait voter le budget de l'année précédente, hein. Il applique le même budget que l'année précédente. Parce que là, il y a une semaine, Macron devait présenter quelqu'un Non, mais et il devait présenter aujourd'hui, je crois. À aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, il a dit qu'il allait. À partir de mardi, je présenterai un Premier ministre. Je nommerai un Premier ministre. Alors, ce sera visiblement pas
la secrétaire de mairie Lucie Castel, hein, heureusement. Euh, mais je ne sais pas qui ça va être. Moi, mon pronostic, c'est que euh, Macron n'ira pas au bout de son mandat. Il va devoir démissionner. Ah oui? Parce que la situation au Parlement est bloquée. Il n'y a aucun gouvernement qui tiendra une motion de censure plus de 6 mois, quoi qu'il fasse. Et donc, institutionnellement, comme on ne peut pas revoter avant le mois de mai, puisque tu ne peux dissoudre l'Assemblée qu'une fois par tranche de 12 mois, tu dois attendre 12 mois pour redissoudre. Bah, le prochain, c'est au mois de mai, et d'ici le mois de mai, c'est encore loin, le mois de mai. Donc, le blocage, peut perdurer, va perdurer, et donc le seul fusible constitutionnel qui reste pour débloquer politiquement, Tu dis entre ici et mai? ouais, ici MS, c'est la démission du président de la République. C'est une élection présidentielle. Et qu'est-ce qui le Qu'est-ce qui motiverait à le faire pousserait? ça? Il pousserait, motiverait. Rien ne le motive. Il n'était pas, tu vois, il a dissous l'Assemblée nationale, alors que constitutionnellement rien n'y poussait. Mhm. Mais c'était la situation politique suite aux élections européennes qui l'a poussé à faire ça, qui a provoqué une catastrophe pour son parti et puis pour le pays, parce qu'en fait, les manigances Donc à l'époque, toi, les Français ont validé les manigances des macronistes et d'extrême gauche, qui consistait à empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête qu'il devait faire logiquement. Il devait logiquement arriver en tête. Si ça s'était passé avec les triangulaires, le système de triangulaire qui aurait dû persister partout, comme s'il n'y avait pas eu d'entente entre les macronistes et le nouveau Front populaire, le RN était Bardella était Premier ministre. Donc, tout le monde s'attendait à ça. Mais les Français ont validé ce tour de passe-passe, et donc les Français payent leur choix politique actuel, leur choix politique avec la situation actuelle qui est bloquée. Mais en même temps, c'est Macron qui en est la cause. Donc Macron n'était pas obligé de dissoudre après les élections européennes, mais il l'a fait parce qu'il était obligé de la pression politique, le résultat était tel, la situation politique l'exigeait, et de la même manière, il pourrait démissionner parce que la situation politique le rendra responsable du blocage. Moi, ce que je ne perçois pas du tout dans tout ça, c'est que cette injonction de la situation politique à dissoudre, cette injonction de c'est bloqué, donc il faudrait que Macron démissionne, enfin pour moi, c'est pas particulièrement un drame qu'il n'y ait pas de gouvernement et que ce soit bloqué. Et ensuite, je veux, Macron peut-être entre guillemets se sacrifiera, mais je vois pas non plus en fait en quoi ce serait ce qui le, en fait, il pourrait le faire, mais je ne vois pas ce qui le pousserait dans le sens où qu'est-ce qu'il aurait à y gagner derrière. Le pays ne sera pas beaucoup plus reconnaissant de sa Rien, contribution. mais c'est par exemple une pression sur la dette française. T'as pas de gouvernement, t'as pas de réforme, le déficit continue de tourner, Oui. Et les créanciers, les banquiers vont aller voir. Enfin, t'as la Commission européenne, t'as le chancelier allemand, t'as le président de la BCE, et t'as les milieux financiers français qui ont appelé, qui ont fait passer des messages à l'Élysée. Ils disent écoutez, il nous faut un gouvernement. Il faut faire des réformes, vous n'avez pas de mandat, personne n'a de mandat pour le faire. Ça peut être ça. Oui, ça, je veux bien le comprendre. Une dégradation de la situation financière française. Dans ce cas, Macron si on prend l'exemple personne ne soutiendra. Si on prend l'exemple des pays qui sont déjà un peu bloqués, comme la Belgique. Non, la Belgique vient d'avoir une élection. Ils sont juste en train de négocier, c'est normal. La Hollande, c'est pareil. Il y a eu des périodes où pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment. Oui, mais c'est un système institutionnel différent. Et donc ça n'a pas particulièrement, on n'a pas observé d'impact particulier sur Non. La dette. C'est aussi parce que la Belgique est très fédérale et donc la plupart des elle est très décentralisée. Ah oui. Donc la plupart des activités et de la santé financière du pays continuent de ça va quoi. C'est comme si en Suisse il n'y avait pas de gouvernement quoi. Tu vois, les cantons ça continue de tourner. Ça c'est clair.
parce que le gouvernement central a beaucoup moins, le gouvernement fédéral a beaucoup moins de pouvoir qu'en France. En France, le gouvernement central, il a énormément de pouvoir. Et, et donc, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une pression sur la dette, ça peut être, je sais pas, une dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient ou en Ukraine, qui fait que, bah, Parlons-en, ouais. il faut, je sais pas, tu sais, les signes noirs. Oui. Mais à ce moment-là, de toute façon, ce serait Macron qui prendrait le pouvoir, non? Enfin, il a Il peut pas peut-être... se représenter. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans cette situation, ce serait de toute façon lui qui serait aux commandes, non? Ah oui, bien sûr, c'est ça. Mais je veux dire, Dans une si, situation de guerre. oui, dans la situation de guerre, il n'y aura pas d'élection. Ouais. Il y a un gouvernement d'union nationale, et puis, mais Et donc là, vu les forces en puissance, si, que ça soit des élections anticipées, des élections présidentielles anticipées, ou bien la fin du mandat, donc en 2026? 7. 7. Aïe, c'est long. Ouais, il a encore 3 ans et demi. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment le début de son second mandat, en fait, Ouais, hein. c'est tout juste le début. Il est déjà à court de vapeur. Ouais, bien sûr. Il est fini, là. Et donc là, donc il y aurait évidemment Marine Le Pen face quoi, Mélenchon, et puis au milieu, il y aurait qui? Ouais, il y aura un candidat du centre droit, je sais pas, des macronistes et des républicains qui se. Et donc toi, tu penses que ça se jouerait J'ai entre... aucune idée. Ouais, Je fais aucun pronostic. c'est risqué, hein. Aucun pronostic sur le résultat d'une élection présidentielle en 2025. Bon, quand on sait même pas qui est candidat. Clairement, les Français n'ont pas voulu du RN en 2024. Encore que c'est le premier parti, hein, il a plus de 10 millions de voix, hein, de loin, c'est le premier parti de France pour l'initiative. Euh, Ciotti n'a pas réussi sa mainmise, enfin son union des droites, parce que la plupart des LR n'ont pas suivi. Euh, donc je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être Marine Le Pen, hein, elle pourrait gagner. Hein, dans une, face à Mélenchon, il gagnerait. Là, et donc on suppose que derrière, sur des élections parlementaires, à ce moment-là, là, ça passerait pour Ouais, elle. elle aura une Ouais, majorité, bien sûr. ok. Parce que là, suite à l'élection présidentielle, c'est tout à fait différent comme situation. Ouais. Eh ben, Mais bon, ce serait intéressant. bon, cela dit, l'instabilité peut durer jusqu'au mois de mai, et puis au mois de mai, il redissout, et puis il y a peu de raisons de s'attendre à un résultat très différent. On voit que Oui. les Français tirent les leçons de l'instabilité. Ils disent, bon, maintenant, on donne un mandat à un parti en particulier. Oui. Bon. Est-ce que toi, tu comprends pourquoi est-ce que moi, par exemple, en tant que résident étranger, mais de nationalité française, j'ai le droit de voter aux élections. Si t'étais, si tu devais, enfin, si tu devais proposer ou tu le ferais ou non? Si tu ne payes pas d'impôts en France, je ne vois pas pourquoi tu. Si tu payes l'impôt en France, oui. Oui, c'est ça, hein. Enfin, tu devrais avoir le droit de voter au moins. Alors, si tu es citoyen français et que tu payes de l'impôt en France, tu devrais pouvoir voter. Si tu es citoyen français et que tu ne payes pas d'impôt en France, par exemple, tu n'as même plus de propriété, même plus une taxe foncière, je vois pas pourquoi tu aurais le droit de voter. Ça doit être lié à l'impôt pour moi. Bah, je trouve que de nos jours, avec la TVA, il suffit de visiter la France pour Ouais, participer, hein. c'est vrai. Mais bon, à ce moment-là, ça ouvrirait le droit de vote à plein d'autres gens. D'autres gens. Non, non, parce qu'il faut être citoyen français. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si ça reste payer ce genre un tout petit peu d'impôts, Oui.
Ouais, Parce que moi, je vois pas du tout. Bon, j'en profite, hein, mais tu as voté? oui, mais je comprends pas trop pourquoi je suis autorisé en fait. Mais l'avantage, là, c'était surtout pour les législatifs que pour les Français de l'étranger, ils ont autorisé. Enfin, alors pour les, si, pardon, pour les législatifs, je comprends parce que nous, on vote pour Un un député député de de qui Circo. nous représente. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui lui-même habite à l'étranger. Donc là, il y a un peu plus une logique. Mais pour les présidentielles, Je ne sais même pas s'il doit habiter à l'étranger. Il n'y a pas d'obligation de résidence dans une circonscription pour un député. Parce que c'est un député de la nation, pas un député d'une circonscription. ah, ok. Et donc je pense qu'il y a des tas de députés de l'étranger, des Français de l'étranger qui vivent en France. C'est vrai, mais souvent, ils ont quand même un Ouais. léger ancrage. Ouais. Bon, à mon avis, il doit pas être. Parce qu'ils doivent siéger, non? Avant c'était Sand Forget. Tu te souviens Ah, de lui? Joachim Sonforger, oui. Lui, je crois qu'il était médecin à Genève, je sais pas Ouais. quoi, bien qu'il soit français, enfin coréen, français. Mais ouais, moi, je comprends pas très bien. Et je pense qu'effectivement, je le supprimerai. Je sais pas d'où ça vient, de quand ça vient, de quelle époque ça a été installé. Ça, à mon avis, c'est pas ancien. Oui, moi non plus, ça me paraît être assez récent. Ouais. Après, quand on voit les résultats que ça fait, c'est-à-dire surtout des gens de gauche ou du système, Ah oui, on parce a que. l'impression que ça a certainement été fait par des gens Ouais. qui ont compris ce que Ouais, ça allait ouais, donner, évidemment, apporter ça comme rajoute. Ils sont résultat. combien? 11 députés en tout, je crois. Donc Je sais pas. ça rajoute 11 personnes qui sont complètement, Pro-système. complètement pour le système, évidemment. Ouais, parce que les Français de l'étranger, ils souffrent pas de l'immigration et de l'insécurité. Bah, c'est paradoxal parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la France pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ils devraient en être conscients. Mais, enfin, bon, Bon, il y a les expats, mais il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont quitté la France parce que ouais. l'herbe était plus verte à l'étranger. Et ceux que je préfère, c'est tous ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis, qui payent pas d'impôt sur le revenu Et qui votent et qui votent Mélenchon Mélenchon. massivement, massivement. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la composition du vote. Et alors, il y a un autre truc dont je voulais te parler, enfin, c'était, je sais pas comment appeler ça, tu sais, il y a la notion du point Godwin où chaque conversation est rapportée au nazisme. Et moi, j'ai ce truc en ce moment où chaque conversation que j'ai au sujet des pays ou de la politique, des choses comme ça, me ramène toujours au même point qui est la démographie, le fait que les gens aient des enfants et Ou pas. se reproduisent, ou non pas, mais disons, l'importance de ça. Et j'avais pas ça avant, mais maintenant, j'ai l'impression que à chaque fois, ça revient au même. Ah oui, C'est le même oui, parce que problème à chaque fois. oui, parce qu'on moi, à chaque fois que je parle de la Chine, que quelqu'un parle de la Chine, j'ai tout de suite en tête la prédiction démographique qui est qu'en 2100, il y aura plus que 600 millions de Chinois. Ouais, Donc, dans 75 ans, la population chinoise ça aura a été divisée divisé par plus deux. de deux. Ouais. Et donc, forcément, ou l'Italie, ou la Corée, Parce que je discutais avec un Belge, et puis de l'évolution de la Belgique. Et puis c'était ah mais je sais pas, les Flamands sont pas contents des Wallons, etc. Et puis ils essaient de régler ça politiquement. Et à chaque fois dans ma tête je me disais mais il y a d'autres sujets. oh, non, la manière dont tu règles le problème, c'est que tu fais des enfants et puis Ah, et tu en prends deux le dessus. générations tu prends le dessus Ah, en tu prends le fait. dessus politique, oui. Oui, plutôt que d'essayer par des moyens par les institutions de faire ça. Et pareil dans tous les sujets. Ici en Suisse, on a beaucoup ce thème qui est de dire donc les campagnes sont
très conservatrices. Elles exportent évidemment beaucoup de gens vers les villes qui sont toutes à gauche. Euh, et puis, mais c'est quand même les garants de ce système suisse sont quand même plutôt les campagnes, mais la natalité est très faible. Donc, ils font venir des étrangers qui sont peut-être pas forcément très intégrés, et puis qui sont en train de faire exploser ce système, et puis ces campagnes, bah, si, bah voilà, à nouveau, la solution, ce serait que ils se remettent à faire des enfants de façon massive pour justement pouvoir reprendre le dessus et réorienter le pays comme ils veulent, enfin le façonner. Et c'est pas vrai. C'est en dehors des possibilités. Oui, en fait, il y C'est a en pas. dehors de la. Ce n'est même pas sur la table. Ouais. Exactement. À chaque fois, non, mais on va essayer de trouver d'autres moyens de réaliser, de faire ça. Et c'est vraiment très curieux et ça me fait penser donc à ce fil Twitter que tu as envoyé au sujet de. Alors, tu l'as envoyé, c'est un très très long fil sur la démographie, mais tu as envoyé juste celui où il expliquait que l'arche, le patriarche de Géorgie avait annoncé qu'il allait devenir le parrain et puis baptiser personnellement tous les troisièmes de famille et que du point de vue statut social que ça pouvait donner, ça a donné un coup d'accélérateur à la démographie plus que d'autres mesures comme on les a vues en Corée du Sud ou en, en Hongrie. Et Et j'ai trouvé. En Mongolie, les maires sont décorés avec une décoration très spéciale et très mise en valeur. Et donc la démographie coréenne, la démographie mongole, pardon, est de 2,74 Ah par oui? rapport à tout le reste de l'Asie, des pays Ah voisins, oui. Russie, Chine, Corée, etc., qui sont au ras des pâquerettes. Et on a vu Alors je sais, ça fait un U ou bien alors j'ai pas vu ça, exactement, ouais, mais c'est la, c'est Musk évidemment qui retweet ou retweet beaucoup truc de démographie, ouais. de discussions sur la conversation sur la démographie et qui a mis ça. Et effectivement, la démographie mongole est très élevée, enfin très élevée, 2,74, donc largement au-dessus du seuil de remplacement. Oui, en fait, ça devient peu à peu un sujet de conversation. Hein, la démographie, c'est encore loin d'avoir pénétré, d'être devenu dans toutes les. Mais ouais, c'est évidemment, pour moi, tout se résume avec la réplique de Trump, pardon, d'Elon Musk, qui dans une conférence dit oui, mais les gens disent on va régler la crise démographique par l'immigration. Et il dit immigration from where? Et Mhm. il lance et il dit mais dans tous les pays du monde, la démographie est en train de s'effondrer. Il n'y a quasiment plus de pays qui peuvent être des sources d'immigration, en tout cas significatives. Ah oui. Il n'y en a plus. Toute la démographie recule partout, partout, partout. Et, y compris alors en Afrique, les chiffres sont très incertains, très peu fiables, mais en tout cas, la tendance, même dans un pays comme le Niger, qui était à 7 enfants par femme il y a 15 ans, ben, ils sont en dessous de 5 maintenant. Oui. Ils sont en train de réduire à toute vitesse leur taux de natalité. Je crois, la dernière fois que j'avais regardé, il me semblait qu'il y avait quasiment plus de pays au-dessus de 5, hein. Non, très peu. Et tous ceux Les pays d'Asie centrale ont une bonne natalité, mais numériquement, ils représentent rien du tout. En Asie ouais. centrale, il y a une bonne natalité, Ah mais ils oui. représentent rien du tout en volume. C'est extraordinaire ce sujet Et en là, fait. moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est le cas de la Corée qui connaît un, une efflorescence culturelle extraordinaire dans le cinéma, dans le cinéma, les séries, dans la musique, dans la ferveur religieuse, l'influence religieuse aussi. Hein, la plupart des missionnaires dans le monde sont des Coréens, euh, missionnaires chrétiens, Ah oui. et qui est en train de se suicider. Donc c'est le chant du cygne de la Corée, qui est à 0,7 enfants par femme. 0,7 enfants par femme, ça veut dire que une personne qui naît sur 10 sera grand-parent. Quoi? 0,7 enfants par femme. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a 0,35 femmes par femme.
C'est 0,35 filles qui naissent par femme en âge de procréer. Mhm. Tu passes à la génération suivante. Ces 0,35 vont avoir 0,7 enfants par femme si tu conserves la natalité. Ça veut dire que de 2 générations avant, tu sautes de 2 générations et tu n'as plus qu'un petit enfant pour 10 personnes qui ont été nées, qui sont nées aujourd'hui. C'est incroyable. C'est les chiffres de la natalité, c'est stupéfiant. En fait, les conséquences sont stupéfiantes. Les conséquences concrètes juste dans les nombres. Ouais, ouais. Un grand-parent sur 10, il n'y aura qu'un grand-parent sur 10. Parce que quand tu as 0,7 enfants par femme, tu as en réalité 0,35. Et donc le nombre, plus ça réduit, plus la natalité s'effondre rapidement. Quoi. Je veux dire, la courbe, elle fait pas ça, Oui, c'est elle ça. fait ça. Enfin, tu vois, elle descend, le précipice est de plus en plus vite, parce qu'en fait, à chaque fois, tu divises le nombre de femmes qui auront des enfants est de plus en plus faible. Et donc, en fait, le rattrapage est impossible. Il y a un moment où tu as un point d'inflexion qui fait qu'à moins que les femmes, c'est 0,35, et elles-mêmes 5 enfants en moyenne, ce qui est probablement invraisemblable, vu les tendances culturelles et économiques en Corée, eh ben, c'est terminé. C'est comme la Chine qui sera morte dans 100 ans. Et il y en a, qu'est-ce qu'on a comme cas de pays qui auraient disparu comme ça, en fait? Enfin, tu vois, au-delà de... Bah, il y en a pas dans l'histoire. Il y a eu des Ouais, épidémies. Alors, il y a eu les oui, des épidémies, épidémies, la évidemment, peste noire, où tu as certains coins de l'Europe où 60% de la population a été décimée. Un tiers de la population anglaise est décimée en 1370, dans les années 1370 à peu près, quoi, dans cette décennie-là. Un tiers de la population disparaît, mais ça reprend très vite. Alors que là, je crois qu'il n'y a pas d'exemple d'effondrement démographique. Alors, il y a l'Empire romain, mais je crois que les données évidemment, sont pas fiables. Et puis il y a eu des grandes pestes, il y a eu il y a eu la peste antonine au IIIe siècle, et puis ensuite il y a la peste justinienne qui précède la conquête de l'islam, justement, ah oui, l'effondrement, donc non seulement la peste justinienne, mais en plus les guerres entre l'Empire byzantin et l'Empire perse qui se co-suicident et qui libèrent l'espace pour l'apparition de la puissance arabe, d'un empire arabe à ce moment. Parce que les villes sont vides, il n'y a plus de soldats à cause de la peste, les pestes justiniennes. Et puis les États sont épuisés de la guerre. Non, il y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple de suicide démographique comparable. et c'est vraiment, moi je trouve ça fascinant que ce sujet effectivement Et ça va ne être la soit pas plus misère pour central dans les pays, en fait, dans et le ça sera la débat. misère pour nos petits-enfants. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie quand la population réduit de façon aussi forte. Ça veut dire que les, le nombre de personnes capables de travailler, de produire des choses nouvelles, le nombre de génies, le nombre de Mhm. personnes à très haut QI capables de trouver des solutions pour nos sociétés sera complètement réduit. Encore plus réduit, elles sont beaucoup plus rares. Et alors, il va y avoir quelques îlots de civilisation qui vont se maintenir. Les Amish, peut-être. Oui, bah, je serais curieux de voir, mais oui, effectivement, il y a eux, il y a éventuellement les, Il y a les Mormons. les Juifs orthodoxes, quelques Oui, communautés chrétiennes en Europe qui font un peu plus d'enfants que les autres. oui. Mais à part ça, enfin, en Occident, alors, en revanche, le déferlement. Peut-être quelques musulmans, non? Il y a quand même, Non, les musulmans font plus tant d'enfants que ça. Dans nos pays, peut-être, quelques communautés, mais ils font très peu d'enfants. Très peu d'enfants, les musulmans. Regarde la démographie dans tous les pays arabes, à part le Golfe, mais ils sont très peu nombreux. Euh, ouais. c'est un effondrement. L'Iran, c'est 1,4 enfants par femme. L'Algérie, ils sont en dessous de 2. Non, non. Même en Égypte, enfin, ils sont très faibles. C'est très faible. C'est vraiment En Israël, je crois qu'ils sont à 2,7 enfants par femme. Israël, la démographie, c'est terminé. ouais.
Mais bon, là, eux, ils ont une guerre démographique très intense, évidemment. Ils sont face aux Palestiniens, qui eux aussi mènent une guerre démographique. Donc les Eux, ils Israéliens, ont compris. Là, ouais, les deux, ils ont compris ouais, ils ont compris l'enjeu. l'enjeu, oui. Ouais. C'est bizarrement incroyable. Mais ça sera vraiment fascinant de voir le premier pays comme ça à se suicider. J'ai fait l'autre jour, j'ai fait un tableau Excel. Il y a 150 millions d'enfants qui naissent chaque année sur Terre. Ok. Et j'ai fait une projection de génération. Si ces 150 millions ont un enfant par femme, eh bien, au bout de 30 générations, il n'y a plus personne qui naît. Il reste deux enfants. Il reste deux personnes Ah oui. dans le monde qui naissent. Ouais, tu fais la progression. Tu es obligé de diviser par deux, parce que 150 millions, tu as en Ouais, fait ouais, 75 millions de femmes. ouais, ouais. Et donc, la génération suivante, ces 75 millions de femmes font un enfant par femme. Un enfant par femme. Donc, ça veut dire que la génération. En fait, tu divises par deux à chaque fois. Ah oui, c'est ça, ok. Tu divises le nombre d'humains par deux à chaque génération. Une régression, quoi. Et donc, en fait, au bout de 20, 25 générations, je sais plus exactement, enfin, le chiffre est, voilà, il y a plus, Bah les si, il y a humains ont plus arrêté. des hommes qui sont nés, plus des Non, non, mais garçons. les hommes, il y a 1070 hommes qui naissent pour 1000 femmes. D'accord, En moyenne dans le monde. d'accord. C'est négligeable, Et quoi. il y a la différence existe. C'est pour ça qu'il faut 2,1 enfants par femme D'accord. et pas 2 pour reproduire une génération. Euh, donc c'est très rapide, quoi. Donc une génération, c'est 30 ans. Donc dans 600 ans, t'as plus d'humains. Et ce fait arithmétique simple n'est absolument pas compris ou pas, disons, appliqué par tous les gens qui sont passionnés par leur idéologie, qui essayent de convaincre tout le monde et qui voudraient que le monde soit comme eux pensent, en fait. Et ils n'ont pas compris que le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir des enfants. C'est pas garanti, hein, mais disons que c'est plus facile Bah, quand même, que oui. d'avoir des. Que d'essayer de Enfin, convaincre. cela dit, il y a des enfants, tu peux en faire 2, 5, 7, 8, 9 maximum. Alors que des gens à convaincre, tu peux en convaincre des centaines. Si Non, tu, moi, si, je pense que c'est. si tu- Bah, si tu- et tout de suite. Bon, ça ne durera oui. pas longtemps, mais tu peux convertir énormément de gens à Je- une idéologie. moi, j'aimerais bien, enfin, dans la politique, j'aimerais bien voir combien de personnes peuvent affirmer l'avoir fait elles-mêmes. Moi, je pense que bien, bien plus souvent, ce sont des phénomènes de mode, Ah d'espèces oui, de oui, maladies d'accord, mais mentales qui font que tout à coup, les oui, gens, mais ils peu prennent, importe, peu prennent des importe, décisions. peu importe, mais il y a quelqu'un qui a sorti ça de son esprit et qui s'est dit, Non, qui a justement. essayé de diffuser l'idée, qui a Non, écrit un livre. justement, c'est les idées nous habitent. C'est pas si quelqu'un estime que c'est lui qui a eu l'idée et qui a convaincu les autres, c'est à mon sens que il est un peu prétentieux parce que en fait ces Ah idées oui, d'accord, ces idées, c'est des virus, en fait. oui, Ouais, c'est ouais. ça. Et donc tant qu'à faire et alors c'est déjà extrêmement difficile de convaincre quelqu'un d'autre de le faire changer d'avis. Euh, c'est peut-être plus facile de le faire changer d'avis, d'orienter ses enfants. Peut-être. Mais disons que ce que tu transmets à tes enfants, c'est moins un système idéologique que les vues générales sur la nature humaine, quoi, sur l'existence humaine. C'est moins mortifère qu'une idéologie, parce que ça doit résister à la réalité, à l'épreuve des faits. Mhm. Et donc c'est pas une idéologie. L'idéologie, elle résiste pas à l'épreuve des faits. Alors que ce que tu transmets à des enfants, Non mais c'est une façon de vivre qui n'est pas explicite, qui est beaucoup moins explicite dans ses. C'est pas un ensemble de propositions. C'est par l'exemple, c'est un peu par les histoires que tu leur racontes, par le modèle, par des traditions familiales. non Euh, mais on regarde par exemple à Hollywood, c'est quoi? C'est 30 ou 40 ou 50% des enfants sont eux-mêmes euh, enfin, ils sont soit homosexuels, soit transsexuels. Euh, c'est donc il y a eu une recette
quelque part depuis la naissance Ah oui, qui c'est a comme. fait qu'ils ont été mis dans un environnement qui les a Oui, quand même orientés vers quelque chose oui, de mortifère. Oui, qui statistiquement... oui, mais bon, ils n'ont pas d'enfants. Non, mais je dis simplement que... Alors oui, Mais enfin, qu'il se trouve que. Non, mais je veux dire, l'épreuve des faits, c'est aussi la survie, oui, quoi, non, de la on est génération. tout à fait d'accord sur ça, mais là je parlais simplement d'une personne qui trouve que c'est absolument extraordinaire De castrer ses enfants. de devenir transsexuel, De, enfin cas- de, de ca- suivre, de ou, castrer ses oui, de enfants. castrer sa femme, mais de suivre son aspiration d'être qui on veut, et donc il voudrait avoir des enfants pour le transmettre, pour que plus de gens soient tolérants, ouverts à ça, et puis puissent l'envisager. Donc oui, évidemment, ultimement, comme c'est mortifère, bah, après 2 générations, il n'y a plus personne, puisque Ouais, c'est ces genre... gens-là bon, sont castrés. voilà, mais ils auront quand même réussi un tout petit peu. Voilà, je dis pas que c'est, évidemment, on est d'accord que c'est pas une idéologie que j'encourage, mais oui. Et, eh ben, on va voir, Bon, nous. on va observer pour voir si c'est un bon thème. Bien, Bon, merci allez, beaucoup. ben, je t'en prie. Bonne soirée. Merci.